n'hésitez pas peut-être à intervenir si vous voulez. Et à manger. D'abord, je vous remercie d'être venu ce soir. STF est parti donc dimanche soir. La Flavio a passé tout le dimanche après-midi avec eux. J'étais très touché. Et quand eux-mêmes ils ont écrit leurs réflexions, Flavio aussi a écrit les siennes. Ça m'a énormément touché. Et Flavio était avec Alain Rollo, les deux derniers parmi nous à les accompagner au bus, quoi. Donc merci beaucoup Flavio d'avoir fait ça. C'est vraiment très touchant, quoi. Ouais. On est très content d'avoir Adrien avec nous ce soir. Je l'ai appelé hier, il m'a rappelé. Tout le monde connaît Adrien? Oui. Ouais, qui a fait le séminaire de 2 jours. Tu connaissais peut-être? Non? Ça c'est la sœur de Bongsu. Tu vois qui c'est Bongsu? D'accord. Ouais. Sinon tu connais... Ah, tu as fait connaissance avec les 2 jumeaux, quoi. D'accord. Okay. Ouais. Voilà. Alors, pour ce qui est de la créativité responsable, d'abord merci d'en avoir un petit peu débattu. C'est pas forcément évident à comprendre ce thème-là. Je voudrais d'abord le resituer brièvement par rapport au thème des buts de la vie, qu'on appelle aussi parfois les 3 bénédictions. Après, je vais vous présenter 2 études de cas, dont le monsieur italien dont vous avez un petit peu parlé là. Puis après, on peut voir le point de vue unificationniste là-dessus. Pour ce qui est des buts de la vie, ça va un petit peu empiéter sur ce que je vais dire tout à l'heure. Je dirais que la créativité comme activité en soi, faire des choses, si belles soient-elles, quand elle est détachée des 2 autres buts, se parfaire soi-même et développer la vie affective, ça peut tendre vers l'irresponsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées excellentes en fait, mais ils ne sont pas forcément garants eux-mêmes de ces bonnes idées, ils n'ont pas forcément une vie qui la reflète, ou des relations qui aillent avec. Ça peut arriver que des gens aient de très très bonnes idées en fait, mais une des raisons pour lesquelles elles n'aboutissent pas ou elles donnent le contraire, c'est que ces personnes n'ont pas une vie très équilibrée ou ont un mauvais caractère. Et dans ce cas-là, même leurs qualités créatives sont quand même, je dirais, diminuées, quoi. Alors, je vais tout de suite parler de deux personnages intéressants. Vous allez voir qu'ils ont des points communs. Il y a aussi des différences auxquelles j'espère vous serez sensibles. Tout d'abord, Jacques Branélec. Quelqu'un a entendu parler de cette personne? Non? Ah, c'est un Français, un Breton. Et lui, c'est le type même de personne qui a trouvé sa vocation créative très tard, un peu par hasard et très 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 loin de chez lui. Il est peu connu en France, par contre c'est un monsieur extrêmement connu aux Philippines et il est devenu le roi de la perle. Les perles sont produites par des huîtres et au départ c'est pas du tout son métier, lui c'est un aviateur, c'est un aventurier, et quand il était en Polynésie, il s'est intéressé à la culture perlière. Il a découvert de nouvelles techniques pour les perles. Certains disent qu'il est maintenant le numéro 1 de cette industrie dans le monde, mais il vit comme un prêtre. En fait, il brasse des millions de dollars, mais sa vie est vraiment celle d'un missionnaire. Il vit au milieu de populations philippines très simples, très très loin de Manille. Et tout ce qui l'intéresse, c'est de développer les communautés paysannes
il est concerné par la situation des Philippins, parce que la plupart du temps, ils ont pas de travail à la campagne, donc ils vont s'entasser à Manille. Et c'est aussi le pays qui a le plus de travailleurs à l'étranger, travailleurs immigrés en fait, qui sont souvent exploités. Donc il s'est dit que, quitte à faire de l'argent, c'est mieux si ça permet aux gens de rester sur place. Donc dans son île, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les huîtres, et c'est un travail très très dur, d'ailleurs je vais en parler un petit peu, mais ils sont très fiers parce qu'ils savent que ces produits en fait sont vendus très très cher, ils y mettent beaucoup de cœur, et ensuite l'argent ils le revoient. Et ce monsieur en fait il se dit qu'il n'y a pas de meilleure vie pour ces gens-là que de cultiver leur jardin, de vivre de leur pêche. Pas forcément la peine qu'ils aillent vivre dans des grandes villes parce qu'ils sont séparés de leur famille, et ils pensent que finalement ils peuvent avoir une vie assez décente. Bon, ils ne vont pas devenir millionnaires, mais ils vont vivre plutôt mieux que la moyenne des Philippins, quoi. C'est un peu pour vous présenter ce monsieur. Alors, c'est un type très complexe qui a plusieurs facettes, et c'est très intéressant de l'entendre parler de la perle elle-même, parce qu'il explique que l'huître, elle fabrique... Vous savez ce que c'est une perle, hein? Vous avez tous une idée un petit peu? C'est une sorte de bille qui est produite par l'huître. Bon, à première vue, c'est parfaitement sphérique. Mais en fait, les spécialistes voient tous les défauts. Et alors, l'animal lui-même ne peut pas produire une perle parfaite. À un moment donné, quand la perle a atteint une certaine maturité, il faut un spécialiste qui ouvre la perle, qui la sort, qui la trafique un peu et qui la réinjecte dans l'huile. C'est une opération très très délicate. Il y a très peu de gens qui savent faire ça, quoi. Donc Branelec, c'est un monsieur qui a trouvé les meilleurs doigts pour faire ça, quoi. Et lui-même, il a amélioré les techniques pour obtenir des perles quasiment parfaites. Donc déjà, il explique que ce métier est fabuleux, quoi. Il y a quelque chose de magique de cette interaction entre l'huître et l'être humain, quoi. Parce que selon le degré de travail qui est mis là-dedans, le prix de la perle peut varier du simple au... Enfin, ça peut être multiplié par 10, quoi. Donc c'est le doigté de l'être humain. Et encore, ça, c'est un aspect. Parce qu'il y a aussi les gens qui cultivent les huîtres dans la mer. Ce sont des paysans, en fait. C'est des champs d'huîtres perlières. C'est aussi un énorme travail. En fait, il fait travailler 2 ou 3 000 personnes sur ces projets-là, quoi. Ouais. Et lui, quand il est dans les quartiers d'affaires de Manille, il est intraitable en affaires. C'est-à-dire qu'il a comme deux personnages en lui. Quand il a affaire à des négociants japonais, vraiment, il lâche pas le morceau, quoi. Il veut vendre le plus cher possible. Et là, donc, il devient purement un businessman. Mais c'est aussi parce qu'il pense aux gens qui vivent de cette culture, quoi. Il veut pas que les gens simples qui ont travaillé là-dessus soient exploités. Alors, un autre aspect, concerné par la dégradation de l'environnement et la pollution des mers, Jacques Branelec a investi localement dans des écoles, la formation, et des alternatives aux pratiques désastreuses comme la pêche et la dynamite ou la déforestation. Il a aussi créé une fondation Save Palawan Seas Foundation et un centre de recherche agricole. Il aide aussi les pêcheurs à se procurer des bateaux. En gros, Jacques Branelec réinvestit dans sa communauté et ses îles qui lui ont tant donné. En fait, quand on voit ce personnage, c'est curieux parce que il est né à Saint-Paul-de-Léon. C'est le Finistère, la partie la plus occidentale de la France. Et il a fallu attendre plus de 50 ans pour qu'il devienne quelqu'un de très bien, si loin de chez lui, quoi. Et j'avais entendu parler de lui par Christian Colletter, mon père spirituel, parce que Christian l'a rencontré à Roscoff. En fait, c'est tout près de la maison des Colletter. Et ensuite, il est allé le voir à Manille avec le leader de notre mouvement aux Philippines. Donc il a passé vraiment des heures avec lui, il lui a beaucoup parlé. Et il m'avait parlé de ce monsieur avant que je voie des émissions sur lui, quoi. Ouais. Il est souvent passé à Thalassa et d'autres programmes aussi.
Un autre aspect de Branelec, et ça c'est pas négligeable, c'est que il a un contact incroyable. C'est un monsieur, il n'était pas obligé de faire ça, mais il a appris un tas de langues dans sa vie et il a un énorme respect pour les gens avec lesquels il travaille. Il a appris le tagalog, qui est la... Bon, aux Philippines, les gens parlent anglais, mais dans les campagnes, en fait, ils parlent leur langue nationale. Et lui, il a appris cette langue pour être vraiment proche des gens, quoi. Et c'est quelqu'un qui est totalement à l'aise dans tous les milieux, quoi. Il a une capacité de... Comment? Il est un peu comme un caméléon, en fait. Vraiment, les Philippins ne le prennent pas du tout pour un blanc, un visage pâle, mais ils considèrent vraiment qu'il est l'un des leurs. Mais il a aussi parlé au Sénat, à Paris, là, en costard-cravate, et il est tout à fait capable de convaincre des sénateurs. Enfin, partout où il va, il arrive vraiment tout de suite, le courant passe, quoi. Les gens s'unissent à lui, quoi. Parce qu'en fait, il y a des créateurs qui sont tellement égocentriques, vraiment dans leur monde, ils perdent beaucoup de temps parce que beaucoup de gens ne les comprennent pas ou les trouvent trop arrogants. En fait, ils perdent du potentiel, quoi. Mais lui, il arrive vraiment à fédérer des énergies, c'est assez incroyable. Alors, son profil, comment on devient un homme comme lui? C'est un homme de terrain et c'est quelqu'un qui n'a pas de concept. Je pense qu'une de ses qualités, c'est qu'il prend le monde tel qu'il est, il va à l'aventure et c'est petit à petit qu'il se forme son jugement sur les choses, quoi. Et son jugement est souvent plein de sagesse. C'est justement, il arrive à voir des choses que les gens ne voient pas. Peut-être parce qu'il n'a pas de concept, justement, donc il est très, très curieux. Et je sais pas, il a un don pour voir des petits détails auxquels la plupart des gens ne font pas attention, quoi. Alors, du point de vue du principe, on dirait que c'est à la fois un excellent enseignant. Il a vraiment un don de pédagogie. Il aime beaucoup expliquer ce qu'il fait et toujours avec enthousiasme. On sent que c'est quelqu'un qui a une vision, enfin, c'est pas un théoricien, hein, c'est un monsieur qui est dans l'action, mais quand il s'agit d'expliquer ce qu'il fait, il est toujours... il aime beaucoup faire ça, quoi. Il est aussi un parent et même une sorte de roi là où il est, enfin, vraiment comme un patriarche. Et puis, c'est un vrai patron, certains l'appellent un paysan de la mer. Mais au départ, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a fait un tas de métiers dans sa vie, quoi. Je pense que sa sagesse vient du fait que c'est un homme qui est très équilibré entre le cœur, le cerveau et les mains. Toutes les idées qu'il a dans la vie, c'est jamais purement intellectuel, c'est des choses qu'il a pratiquées. Et il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait, même si c'est pas... À première vue, il peut paraître... il n'est pas super chaleureux, c'est pas le genre qui va vous donner des tapes dans l'épaule, tout ça. Il est assez sérieux comme personne, plutôt vertical, quoi. Mais on sent combien il aime son travail. Et il est disponible, mais en même temps, on sent que c'est le gars qui est très concentré, quoi. Il ne va pas perdre son temps à des bavardages. Mais quand même, quand il faut faire la fête, là aux Philippines, il est vraiment disponible pour ça, quoi. Mais sinon, je pense qu'il a un emploi du temps démentiel, hein. Même s'il est souvent chemise col ouvert, bermuda, bon, c'est le gars qui a pas de temps à perdre, quoi. Alors lui-même, il se définit comme un grand-père célibataire. C'est un peu une énigme, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu son épouse, mais la première fois, je pensais qu'il n'avait pas d'enfant. En réalité, il est très attaché à ses enfants, et il espère leur transmettre sa réussite, quoi. Parce que ça, c'est un problème qui se pose pour les créateurs, c'est la suite, en fait. Aussi, du point de vue de notre fondateur, le révérend Moon, je pense que c'est quelqu'un qui séduirait beaucoup le révérend Moon, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment... Il vit au rythme de la nature, quoi. Il aime la terre. Enfin, on le voit dans les reportages, quand il prend la terre aux Philippines, il montre les plantes qui poussent là-dedans. On sent qu'il a vraiment des mains de paysan, quoi. Une fois qu'il